Mon père m'a expulsé du mariage de mon frère, me traitant de « déshonneur familial ». Ma belle-sœur a ricané que je devais gagner 10 € de l'heure à faire le ménage. Ils allaient me jeter dehors quand le directeur du château lui-même est arrivé en panique, criant « Madame la directrice générale, nous avons un désastre. Il n'y a plus d'eux. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que la « honte » de la famille, c'était moi, la véritable patronne de tout l'établissement. C'est une histoire incroyable, une histoire de famille, de rejet, et de la plus douce des revanches. Une histoire qui prouve que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'approbation de sa famille, mais à la force de sa propre volonté. Bonjour à tous, et merci de vous joindre à moi. C'est une histoire très personnelle, et je suis un peu nerveuse de la partager. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a absolument tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous suivez cette histoire. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est toujours fascinant pour moi de voir à quel point nos expériences peuvent résonner, peu importe où nous sommes dans le monde. Maintenant, attachez vos ceintures. Laissez-moi tout vous raconter. Le château de Saint-Émilion. Un joyau posé au milieu des vignes. Le soleil de juin caressait les pierres blondes, faisant scintiller les verres de champagne déjà servis sur la terrasse. J'avais garé ma simple Peugeot de fonction, une voiture de société anonyme, loin, très loin des Bentley noirs et des Porsche argentés qui encombraient l'allée d'honneur. En sortant, l'air sentait le gravier chaud, les roses anciennes et l'argent. Beaucoup d'argent. J'avais hésité pendant des semaines avant de venir. 20 ans. 20 ans que j'avais fui Marseille, 20 ans que je n'étais, pour mon père, qu'une note de bas de page embarrassante. C'est ma mère, Sylvie, qui m'avait supplié au téléphone, sa voix frêle et fatiguée. Juste pour moi, Justine. S'il te plaît. C'est Mathieu. Alors j'étais venue. J'avais pris le TGV depuis Paris, où j'avais mon bureau principal, puis cette voiture de location depuis Bordeaux. Je portais mon armure, un tailleur-pantalon bleu marine, impeccable, taillé sur mesure. Pas une robe de cocktail. Pas de froufrou. Une tenue de travail. La seule chose dans laquelle je me sentais puissante. J'ai à peine fait 3 pas dans le grand hall de réception, sous les tapisseries du XVIIe siècle, que je l'ai vu. Mon père. Bernard. Notaire de renom à Marseille. Un homme bâti sur 2 piliers, la réputation et la tradition. Son regard, dur comme le marbre, a balayé la foule et s'est accroché à moi. Son sourire, destiné à un invité, s'est évaporé. Il s'est raidi. Il a marché vers moi. Sa démarche était contrôlée, chaque pas mesuré. Ce n'était pas un père venant accueillir sa fille. C'était un propriétaire venant chasser un indésirable. Justine? Sa voix était basse, sifflante. Une menace. Mais qu'est-ce que tu fais là? L'accusation, directe. Pas de « bonjour ». Bonjour, papa. Ma propre voix était plus assurée que je ne le pensais. Maman m'a invitée. C'est le mariage de Mathieu, après tout. Je lui avais dit de ne pas le faire, a-t-il craché, ses yeux me fusillant. Les invités les plus proches ont commencé à baisser la voix. Un petit cercle de silence se formait autour de nous. Tu es le déshonneur de cette famille. Ta place n'est pas ici. Le déshonneur. Ce mot. Il l'utilisait comme on utilise un marteau. J'ai senti la chaleur me monter au visage. C'est là que mon frère, Mathieu, le fils en or, s'est approché. Il était superbe dans son costume, mais il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il regardait ses chaussures vernies. Lâche. Comme toujours. À ses côtés, sa nouvelle épouse, Coralie, resplendissante, mais son sourire était aussi tranchant que du verre brisé. Oh, papa, a-t-elle roucoulé, s'adressant à mon père avec une fausse douceur, tout en me dévisageant de haut en bas. Elle a noté mon tailleur, l'absence de bijoux. Ne soyez pas si dur. Elle a sûrement dû faire un long voyage. N'est-ce pas, Justine? Elle n'attendit pas ma réponse. Elle s'est tournée vers un groupe d'invités, sa voix montant pour qu'ils entendent bien. C'est la sœur de Mathieu, vous savez. Celle qui a fui. Elle a voulu, comment dire, vivre sa propre vie. Elle a eu un petit rire méprisant.
Je me demande ce qu'elle fait. Elle doit gagner, quoi? 10 € de l'heure à faire le ménage dans un petit hôtel de province? 10 € de l'heure. Moins que le SMIC. L'insulte était précise, chirurgicale. Elle visait à me réduire à une domestique. Les invités ont souri, gênés. Ma mère, Sylvie, se tenait près du buffet, pâle comme un linge. Elle serrait son sac à main si fort que ses jointures étaient blanches. Nos regards se sont croisés. Elle m'a supplié du regard. Ne fais pas de scène. Supporte. Mais mon père, lui, avait atteint sa limite. L'humiliation d'avoir une fille, femme de ménage, au milieu de ses relations prestigieuses était trop forte. Ça suffit, a-t-il tonné. Sa voix de notaire, habituée à faire taire les gens, a résonné dans le hall. Le quatuor à cordes s'est arrêté. Silence de mort. Je ne veux pas que tu gâches cette journée. Je ne veux pas que nos amis, que la famille de Coralie, voient cette erreur. Fais-nous plaisir, Justine. Disparaît. Il n'a pas crié. Il l'a dit d'une voix pleine d'autorité froide. C'était un ordre. Une expulsion. Humilié. Brisé. 20 ans de travail, 20 ans de succès, effacés en 30 secondes. J'étais redevenue la petite fille de 18 ans qu'il avait chassée. Très bien, ai-je dit. Ma voix tremblait de rage. Je m'en vais. J'ai fait demi-tour. Chaque pas vers la sortie était un supplice. Je sentais des dizaines de regards plantés dans mon dos. Des regards de pitié, de mépris, de curiosité. J'entendais les chuchotements. C'est la sœur, quelle honte, pauvre Bernard. Ma main a touché le bois lourd et froid de la porte d'entrée du château. J'allais partir. J'allais retourner à ma vie, et cette fois, ce serait pour de bon. Attendez. Une voix haletante. Pas celle de ma famille. Je me suis retournée. C'était Antoine, le directeur de l'événementiel du château. Un homme que je connaissais très bien. Il courait à travers le hall, le visage en sueur, la panique dans les yeux. Il a complètement ignoré mon père, Mathieu, tout le monde. Il s'est précipité vers moi. Madame. Madame, ne partez pas. S'il vous plaît. Mon père, furieux de cette interruption, s'est interposé. De quoi je me mêle? Cette personne s'en va. Antoine l'a regardé, les yeux ronds, totalement confus. Puis il s'est tourné à nouveau vers moi, sa voix montant d'une octave à cause du stress. Madame. S'il vous plaît. C'est un désastre. Pour que vous compreniez le poids de ce mot, désastre, et l'ironie de la situation, il faut que je vous ramène 20 ans en arrière. Il faut que je vous parle de Marseille. J'ai grandi dans un immense appartement haussmannien du 8e arrondissement. Un de ces endroits magnifiques et froids, avec des parquets qui craquent sous des tapis persans et des plafonds si hauts que votre voix s'y perd. Mon père, Bernard, dirigeait l'étude notariale familiale. Une institution. L'étude, comme il disait. Elle avait survécu à 2 guerres et à 3 générations d'associés. Pour mon père, le nom de famille n'était pas un héritage, c'était un devoir. La réputation était une divinité fragile qu'il fallait honorer chaque jour. Dans cette religion, il y avait un Dieu vivant, Mathieu. Mon frère aîné, de 2 ans mon aîné. Mathieu était tout ce que je n'étais pas charmant, obéissant, brillant dans les matières que mon père jugeait sérieuses. Droit, économie, histoire. Chaque dîner était une célébration de ses succès. Mathieu a eu 18 à sa dissertation. Mathieu a été félicité par le doyen de la faculté de droit d'Aix. Mathieu va faire un stage dans le meilleur cabinet de Paris. Et puis, il y avait moi. Justine. Le fantôme à table. J'étais l'erreur statistique. J'étais douée, oui, mais pas dans les bonnes choses. J'aimais la géographie, les langues vivantes, l'organisation. J'aimais les gens. Mon crime n'était pas d'être stupide. Mon crime était d'être différente. Je n'aimais pas le droit. L'odeur des vieux dossiers à l'étude me donnait la nausée. Moi, ce qui me fascinait, c'était la vie qui grouillait sur le vieux port. Je passais des heures après l'école à simplement m'asseoir dans le hall de l'Intercontinental, l'ancien Hôtel-Dieu.
Je regardais le balai des concierges, l'efficacité des réceptionnistes, la chaleur de l'accueil. C'était un monde où tout était possible, où chaque détail comptait, où le but était de créer du bonheur. C'était tout l'inverse de notre appartement, où régnait une froideur polie et où le seul but était de tenir son rang. À 18 ans, le verdict est tombé. Mathieu intégrait officiellement l'étude. Moi, je devais m'inscrire en droit. C'était non négociable. Je ne veux pas, ai-je dit un soir, à table. Le silence. Mon père a lentement posé sa fourchette. Il n'a pas crié. C'était pire. Pardon? Je ne veux pas faire de droit. J'ai pris une grande inspiration. Je veux travailler dans l'hôtellerie. J'aurais aussi bien pu dire que je voulais rejoindre un cirque. L'hôtellerie? Il a presque ri. Une boniche? Tu veux être une femme de chambre? Une servante? Après tout ce que nous t'avons donné? L'éducation, le nom? C'est un métier de service, papa. C'est un métier de gestion, C'est un métier de domestique, a-t-il hurlé, cette fois. Aucune fille de cette famille ne s'abaissera à ça. Tu iras en droit, ou tu ne feras rien. Tu m'as compris? Mathieu, assis en face, fixait son assiette. Ma mère, en bout de table, a fermé les yeux. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Ce soir-là, j'ai compris que je n'avais pas de place. En secret, j'ai envoyé mon dossier de candidature. Pas à la prestigieuse école hôtelière de Lausanne, je n'en avais pas les moyens sans lui. Mais à un programme de gestion hôtelière réputé, à Bordeaux. Loin. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, c'est lui qui l'a trouvée. Il m'attendait dans son bureau. La lettre était posée, ouverte, sur le buvard en cuir. Ce ne fut pas une dispute. Ce fut une exécution. Si tu choisis cette voie, m'a-t-il dit, son visage impassible, tu n'es plus ma fille. C'est clair? Tu n'auras pas un centime. Tu n'auras rien. Tu es seul. Cette nuit-là, j'ai fait un petit sac. J'avais 18 ans. J'étais terrifiée. Alors que je descendais l'escalier de service pour ne pas faire de bruit, ma mère m'a attrapée dans le couloir mal éclairé. Elle tremblait. Elle n'a pas dit un mot pour me retenir. Elle savait que c'était inutile. Elle a juste ouvert ma main et y a pressé quelque chose de chaud et de froissé. C'était une liasse de billets. 500 €. Tout ce qu'elle avait pu économiser en secret sur l'argent du ménage, euro par euro. Et il y avait aussi un petit collier fin en or, celui de sa mère à elle. Va, a-t-elle murmuré, les larmes coulant sur ses joues. Va, Justine. Vis. S'il te plaît. Vis. Vis pour moi aussi. J'ai pris ce TGV à la gare Saint-Charles à 5 heures du matin. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je regardais Marseille, ma ville, s'éloigner dans la lumière grise. Et je me suis fait une promesse. Je ne reviendrai jamais. Jamais, sauf si je pouvais leur prouver qu'ils avaient eu tort. Je ne savais pas à quel point le chemin serait long. Je ne savais pas que les mots de mon père, femme de chambre, allaient devenir, ironiquement, ma réalité. Le plus dur ne faisait que commencer. Bordeaux. La ville était belle, mais je n'avais pas le cœur à en profiter. L'école hôtelière était chère. Bien plus chère que je ne l'imaginais. Les 500 € de ma mère ont fondu en quelques semaines pour payer la caution de ma chambre de bonne, de 9 mètres carrés sous les toits, dans le quartier Saint-Michel. Un lit, un lavabo, et une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. L'humidité était si forte que mes vêtements ne séchaient jamais complètement. J'avais besoin d'un travail. Urgemment. J'ai épluché les petites annonces. Et j'ai trouvé. Hôtel Ibis, près de la gare, cherche personnel d'étage. Contrat étudiant. Une femme de chambre. L'ironie était si cruelle, si amère, qu'elle m'a fait rire. Un rire sec, qui s'est terminé en sanglots. Mon père avait gagné. J'allais devenir la boniche qu'il avait prédite. J'ai ravalé ma fierté. J'ai postulé. J'ai été embauché. Et là, j'ai compris ce que le mot « travail » signifiait. Mon père, dans son mépris, n'avait aucune idée de la dureté de ce métier.
Ce n'était pas un métier de domestique. C'était un métier de soldat. 15 chambres en une matinée. Timing militaire. Changer des draps à la vitesse de l'éclair, faire des lits, au carré, si parfait qu'on aurait pu y faire rebondir une pièce. Nettoyer des salles de bain dans des états que l'imagination d'un notaire ne peut concevoir. Pousser un chariot de linge qui pesait plus lourd que moi, dans des couloirs sans fin. Oui, Coralie, avec ses 10 € de l'heure, n'était pas loin de la vérité de mes débuts. Mais elle ne pouvait pas imaginer le sang, la sueur, les larmes et la dignité que représentaient ces 10 €. Le gérant de cet ibis s'appelait Patrice. C'était un homme d'une 50aine d'années, sec comme un coup de trique, les cheveux gris en brosse, avec des yeux perçants qui voyaient tout. Il était mon pire cauchemar, et il est devenu mon sauveur. Mon père m'humiliait pour ce que j'étais. Patrice me poussait pour ce que je pouvais devenir. Il était intraitable. « Justine » hurlait-il dans le couloir, sa voix portant par-dessus le bruit des aspirateurs. La 212. Le pli du drap de bain. Il n'est pas aligné avec le bord de l'étagère. Recommencer. Mais Patrice, le client ne verra jamais. Le client ne le verra pas, coupait-il. Mais vous, vous le savez. Et moi, je le sais. Et c'est tout ce qui compte. La perfection n'est pas un objectif. C'est la norme. Recommencer. Je le détestais. Je rentrais dans ma chambre de bonne, les mains en sang à force de frotter, et je pleurais de rage. Mais je recommençais. Et je devenais meilleur. Je le voyais, lui. Il n'était pas un tyran de bureau. Il arrivait à 6 heures du matin pour vérifier les livraisons. Je le voyais parfois, tard le soir, aider à la plonge quand le restaurant était débordé. Il ne demandait jamais rien qu'il ne faisait pas lui-même. Pendant 2 ans, j'ai vécu ce rythme infernal. L'école le matin, où j'apprenais la théorie du yield management et du marketing. Le travail l'après-midi et le soir, où j'apprenais la réalité du terrain, à genoux sur la moquette. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas de vie sociale. Je dormais 4 heures par nuit. Un jour, Patrice m'a convoqué dans son bureau minuscule, qui sentait le café froid et le tabac. J'ai cru que j'allais être renvoyée. J'avais peut-être mal fait un lit. Justine, m'a-t-il dit, sans lever les yeux de ses papiers. J'ai vu vos notes de l'école. Elles sont excellentes. J'étais surprise qu'il le sache. Et vous êtes la seule personne de cette équipe qui n'a jamais été en retard, jamais malade, et qui n'a jamais eu une seule plainte client sur ses chambres. En 2 ans. Il a levé les yeux. Ses yeux perçants m'ont examiné. Le poste de superviseur de soirée se libère. Le gouvernant. C'est plus de responsabilités, plus d'heures, et à peine plus payé. C'est un poste ingrat. Il a fait une pause. Il est à vous si vous le voulez. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce n'était pas de la joie. C'était de la reconnaissance. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un voyait mon travail. Pas mon nom, pas mes diplômes. Mon travail. Oui, ai-je réussi à dire. Oui, Patrice. Merci. Il a hoché la tête, déjà replongé dans ses dossiers. Bien. Ne me décevez pas. La formation commence lundi. En sortant de son bureau, j'ai touché le petit collier sous mon uniforme. J'avais survécu. J'étais en train de monter. Faire face à ce mépris constant, de ma famille, et parfois des clients, ce n'était pas facile. Chaque fois que je recevais ma maigre paie, j'entendais la voix de mon père, une boniche. Et des années plus tard, j'allais entendre celle de Coralie, 10 € de l'heure. Dites-moi honnêtement dans les commentaires. Si vous aviez été à ma place, confronté à un tel mépris de votre propre famille, auriez-vous abandonné? Seriez-vous rentré à Marseille la tête basse, pour supplier votre père de vous laisser étudier le droit? Ou auriez-vous continué à frotter, juste pour leur prouver, et vous prouver, qu'ils avaient tort? Quelle force vous aurait fait tenir? J'ai tenu bon. J'ai accepté le poste de superviseur. Et je ne savais pas qu'un soir d'hiver, un événement imprévu allait tester tout ce que j'avais appris, et bien plus encore, de la manière la plus brutale qui soit. J'étais superviseur depuis environ 6 mois. Nous étions en février, un mois habituellement calme.
Mais cette semaine-là, l'hôtel était complet à 100%. Un grand laboratoire pharmaceutique organisait son séminaire national. Des VIP, des présentations, des dîners. Le stress était palpable. Patrice était électrique, sur les nerfs, vérifiant chaque détail. Il était 3 heures du matin. J'étais de permanence à la réception. C'était mon tour. Je vérifiais les comptes de la journée, m'assurant que les plateaux du room service étaient bien tous descendus. Le silence de l'hôtel n'était rompu que par le ronronnement des distributeurs. Et soudain, le hurlement. L'alarme incendie. Ce n'est pas un son. C'est une agression. Un son strident, insupportable, conçu pour vous glacer le sang et vous faire courir. En 30 secondes, ce fut le chaos. Les portes des ascenseurs se sont bloquées au rez-de-chaussée, portes ouvertes. Les lumières de secours, d'un vert blafard, se sont allumées. Et les gens ont commencé à sortir. Des cadres supérieurs en pyjama de soie, des femmes en peignoir, tous paniqués, hagards, se bousculant dans les escaliers de secours. Restez calmes. Suivez les sorties. Pas d'ascenseur, hurlai-je, enfilant mon gilet de sécurité jaune fluo. J'ai attrapé le téléphone d'urgence. Patrice. Alarme générale. Je lance l'évacuation. Il est arrivé en courant de son petit studio de fonction, situé au 1er étage. Il était en pantalon de pyjama à rayures, en veste de costume. L'uniforme de l'hôtelier en panique. C'est quoi ce bordel, Justine, a-t-il hurlé par-dessus le vacarme. Aucune idée. Le panneau indique une alarme manuelle au 3e étage, couloir B. Nous avons fait sortir tout le monde. Plus de 120 personnes, grelottant sur le trottoir dans le froid glacial de février. Les pompiers sont arrivés en moins de 10 minutes. Sirène, gyrophare, H. Le cauchemar absolu pour un hôtelier. Fausse alerte. Un imbécile avait fumé un cigare dans sa chambre. En voyant la fumée épaisse, il avait paniqué et, au lieu d'ouvrir sa fenêtre, avait déclenché l'alarme manuelle dans le couloir. Les pompiers sont repartis, furieux. Les clients étaient dehors, furieux. Et Patrice était au bord de l'apoplexie. Sa carrière était en jeu. Mais le pire, c'est que l'alarme ne s'arrêtait pas. Le système était nouveau. Un bijou de technologie, nous avait-on dit lors de l'installation. Et maintenant, ce bijou hurlait à la mort, et impossible de le réinitialiser. Le technicien d'astreinte ? Injoignable. Son répondeur. Le suivant ? Basé à Toulouse. À 1h30 de route, au mieux. On ne peut pas les laisser dehors, criait un client. J'ai une présentation à 8h. Et on ne peut pas les faire rentrer avec ce bruit, hurlait Patrice, tirant sur ses cheveux. On est mort, Justine. Mort. C'est là que je m'en suis souvenu. 3 semaines plus tôt, lors de l'installation, j'étais restée avec les techniciens. J'étais curieuse. J'avais posé des questions. J'avais lu le manuel de 300 pages, juste pour savoir. Patrice, lui, était en réunion budgétaire. J'ai couru vers le panneau de contrôle central, dans le bureau de Patrice. « Qu'est-ce que vous faites, Justine ?» m'a-t-il lancé, me suivant. « Laissez ça. Je sais comment l'arrêter. » Je crois. Je n'attendis pas sa réponse. J'ai ouvert le panneau métallique. Il y avait un clavier numérique pour la réinitialisation d'urgence. Le technicien m'avait dit le code temporaire qu'ils utilisaient toujours. Ne le dites à personne, hein, petite, m'avait-il gloussé. C'est un 988. L'année de création de la boîte. Il ne le change jamais. J'ai tapé, un 988. Entrée. Le silence. Un silence si soudain, si total, qu'il en était presque douloureux. Assourdissant. Dehors, les clients ont applaudi. Patrice s'est appuyé contre le mur de son bureau. Il a fermé les yeux. Il a respiré profondément, 1, 2 fois. Il les a rouverts et m'a regardé. Il n'a pas souri. Il n'était pas du genre à sourire. Justine ? A-t-il dit, d'une voix soudainement fatiguée. Vous ne venez pas seulement de sauver cette nuit. Vous venez de sauver notre réputation. Et accessoirement, mon emploi.
Il s'est redressé. Comment? Diable! Saviez-vous ça? J'ai lu le manuel. Il m'a regardé longuement. Un petit sourire en coin. J'aurais dû m'en douter. Demain, a-t-il repris, vous commencez à la réception. Fini les chambres. Je veux vous former à la direction. Vous n'êtes plus faite pour les étages. Il a ensuite nommé cet incident, dans nos rapports internes, situation lavande. La lavande, parce que ça calme. C'était devenu notre code secret pour catastrophe absolue gérée avec un calme olympien. Ce soir-là, je n'étais plus la fille du notaire. Je n'étais plus la femme de chambre. J'étais Justine, la solution au problème. C'est cette nuit-là que mon père m'a vraiment perdue. Car j'avais trouvé quelqu'un qui voyait ma valeur. Un mentor. Et c'est cette compétence, cette capacité à gérer le chaos, qui m'a fait gravir les échelons, un par un, pendant 20 ans. De cet Ibis à un Novotel, puis un Mercure, puis un Sofitel. Jusqu'à ce que le groupe me confie la gestion de ses joyaux, les châteaux et hôtels de luxe. Ce qui m'amène, 20 ans plus tard, à être la directrice générale de la branche luxe, et donc, la patronne de l'endroit même où ma famille essayait de m'humilier. 20 ans. 20 ans de travail acharné. 20 ans à sacrifier mes week-ends, mes vacances, ma vie personnelle. 20 ans de nuits blanches à gérer des situations lavandes, bien plus graves qu'une alarme incendie, des inondations, des grèves, des clients célèbres aux caprices impossibles. 20 ans à grimper. De superviseur à assistante de direction, de directrice adjointe à directrice d'hôtel. J'avais dirigé mon premier hôtel à 28 ans. Un exploit. J'avais été envoyée à New York, puis à Shanghai, pour redresser des établissements en difficulté. Et enfin, il y a 2 ans, la consécration, directrice générale de la branche luxe et château du groupe pour l'Europe. Je supervisais 15 des plus beaux établissements de France, d'Italie et d'Espagne. Dont celui-ci. Le château de Saint-Émilion. C'était mon joyau. Je l'avais personnellement sorti de la faillite, négocié le rachat par le groupe, et supervisé 18 mois de rénovation. Je connaissais chaque pierre, chaque employé, chaque CEP de vigne. Et ironiquement, c'est celui que Coralie, issue d'une riche famille de négociants en vin de Bordeaux, avait choisi pour son mariage. Elle l'avait réservé avant même que notre rachat ne soit public. Je n'avais pas eu de contact avec ma famille depuis des années. Quelques cartes de vœux froides de ma mère à Noël, auxquelles je répondais par un email poli. Mathieu, je l'avais croisé à un enterrement il y a 5 ans. Nous avions à peine échangé 10 mots. Il était devenu notaire, comme prévu. Il avait l'air éteint. Mon père? Je ne l'avais pas vu depuis la mort de ma grand-mère, il y a 10 ans. Il ne m'avait pas adressé la parole de toute la cérémonie. Puis, il y a 3 mois, le téléphone avait sonné. Un numéro de Marseille que je ne connaissais pas. C'était ma mère. Justine? C'est moi, Sylvie. Sa voix était faible. Si faible. Maman? Est-ce que ça va? Tu n'appelles jamais de ce numéro. C'est le téléphone de l'hôpital. Ne t'inquiète pas, c'est juste un contrôle. Mensonge. Je l'ai su tout de suite. Écoute, chérie. Mathieu va se marier. Une fille très bien. Une famille, importante. De Bordeaux. Elle m'a tout raconté. Les vignobles, le château. Quand elle a prononcé le nom du château, j'ai failli m'étouffer avec mon café. J'aimerais tellement que tu viennes, Justine. S'il te plaît. Juste pour moi. Ton père, il est difficile, tu sais. Mais c'est le mariage de ton frère. Pour me montrer que ma famille est réunie. Une dernière fois. Une dernière fois. Ces mots ont résonné en moi. Elle était malade. Vraiment malade. D'accord, maman. Je viendrai. Je te le promets. Et me voilà. Dans mon propre château. Quand je suis arrivée, les voituriers m'ont reconnue instantanément. Leurs yeux se sont agrandis. Bonjour, madame la directrice. Nous ne vous attendions pas. Bonjour, Thomas. Je suis, privée, aujourd'hui. Une invitée.
Incognito. Oh. Bien sûr, madame. Il avait l'air totalement confus. En entrant dans le hall, j'ai vu Antoine, le directeur de l'établissement. C'est moi qui l'avais recruté, qui l'avais débauché du Crillon. Il m'a vu. Il a pâli, a ouvert de grands yeux, et a commencé à marcher vivement vers moi. Je l'ai arrêté d'un signe de tête discret. Pas maintenant. Reste à ta place. Il a compris, a freiné net, et est reparti vers ses équipes, l'air 10 fois plus nerveux que d'habitude. J'étais la directrice générale invisible. Je me suis tenue dans un coin, près d'une immense tapisserie, observant ce monde qui aurait dû être le mien et qui m'avait rejeté. Mon père, rayonnant, serrant la main du père de Coralie, un homme politique local. Mathieu, souriant nerveusement. Coralie, resplendissante. Et moi, dans mon tailleur pantalon bleu marine. Un tailleur de travail. Un tailleur de pouvoir. Mais à leurs yeux, ce n'était pas une robe de cocktail à 2000 €. C'était un signe de ma modeste condition. J'étais là, femme de ménage. J'étais là, directrice de tout ce qu'ils admiraient, mais totalement invisible à leurs yeux. Et c'est à ce moment-là que mon père m'a vue. Son regard a balayé la foule. S'est arrêté sur moi. Son sourire s'est évaporé. Il a vu son échec. Sa honte. Son erreur. Il a commencé à marcher vers moi. Et c'est là que l'histoire que je vous ai racontée au début a commencé. Le déshonneur. Le 10 € de l'heure. L'ordre de disparaître. J'étais sur le point de partir. J'avais la main sur la poignée. Et c'est là qu'Antoine, le directeur, a crié. Attendez. La voix d'Antoine était aiguë, pleine d'une panique que je ne lui connaissais pas. Je me suis retournée. Il courait, slalomant entre les invités stupéfaits. Mon père, furieux de cette interruption, s'est interposé, lui barrant presque le passage. De quoi je me mêle? Cette personne s'en va. Antoine l'a regardé, les yeux ronds, totalement confus par l'autorité de cet inconnu. Puis il s'est tourné à nouveau vers moi, sa priorité absolue. Madame. Madame, ne partez pas. S'il vous plaît. C'est un désastre. Le chaos. C'est le seul mot. La mère de Coralie, Martine, s'est approchée, l'air scandalisé, son éventail battant l'air. Comment ça, un désastre? Antoine, n'est-ce pas? Nous payons une fortune pour cet endroit. Qu'est-ce que cela signifie? Mon père est devenu livide. La réputation. Son nom. Sali par un désastre logistique. Antoine, au bord des larmes, m'a regardé, moi seul. Madame, 5 invités VIP supplémentaires viennent d'arriver. Ils n'étaient pas sur la liste. C'est le maire de Bordeaux et son cabinet. Et le plan de table principal, il a disparu. L'organisatrice ne le trouve plus. Et il a baissé la voix, nous n'avons plus assez de repas, les cuisines ont tout lancé. Coralie, la mariée, s'est éventé la poitrine. Oh mon Dieu! C'est une catastrophe. Ma journée est ruinée. J'ai regardé la scène. Mon cerveau de directrice générale s'est mis en marche, analysant la situation en millisecondes. 5 VIP imprévus. Un plan de table manquant. Un manque de repas. C'est grave. C'est une situation lavande, niveau 10. Mais c'est gérable. Sauf que, alors que Martine et Coralie jouaient la comédie de la panique, j'ai vu quelque chose. Un regard. Un tout petit regard entre la mère et la fille. Un éclair de satisfaction. Et un micro-sourire sur les lèvres de Coralie, qu'elle a vite caché derrière sa main. Et puis, j'ai entendu. Elle pensait que j'étais trop loin, trop occupée à être humiliée. Coralie a murmuré à sa mère, en s'éventant. Je t'avais dit que ça marcherait. Mathieu n'arrêtait pas de parler d'elle. Pauvre Justine, j'espère qu'elle viendra. Il fallait lui montrer qui est la star aujourd'hui. Et qui est le paillasson. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un accident. C'était un sabotage. Elles avaient elles-mêmes fait disparaître le plan de table. Elles avaient elles-mêmes oublié de mentionner ces 5 invités,
probablement des amis à elle qu'elles avaient invités à la dernière minute, pour créer le chaos. Quel était le but? Me faire porter le chapeau? Non. J'étais déjà partie. C'était pire. C'était pour humilier ma famille. Pour montrer à Mathieu que sa pauvre sœur n'apportait que le malheur, et que sa nouvelle famille, elle, était au-dessus de tout ça. C'était un jeu de pouvoir cruel et petit. J'ai senti une rage froide monter en moi. Une rage que je n'avais pas ressentie depuis 20 ans. J'avais le choix. Le choix facile, partir. Faire exactement ce que mon père m'avait ordonné. Les laisser mariner dans leur propre venin. Regarder le mariage de mon frère s'effondrer. Regarder mon père, l'homme qui m'avait banni, être publiquement humilié par sa nouvelle belle famille. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, n'est-ce pas? Oh, comme j'en avais envie. Mais j'ai vu le visage de ma mère, Sylvie. Elle était au bord de l'évanouissement. Elle avait compris. Elle voyait la méchanceté de Coralie. Et puis, j'ai pensé à mon château. À mon équipe. À Antoine, qui était un excellent manager et qui ne méritait pas ça. À la réputation de mon groupe. Ces deux pestes n'allaient pas gagner. Pas chez moi. J'ai inspiré profondément. J'ai redressé mes épaules. Mon tailleur bleu marine est soudain devenu mon armure. J'ai regardé mon père, qui me fusillait du regard. Tu allais quelque part, Justine, m'a-t-il lancé, sarcastique. Je n'ai pas répondu. J'ai fait un pas en avant. J'ai dépassé mon père, l'ignorant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'allais prendre le contrôle. J'ai regardé Antoine. Antoine, respirez. Qui sont les VIP? C'est le maire de Bordeaux et... Mon père m'a attrapé par le bras. Fort. Sa poigne était dure. Ça suffit, Justine. Tu as assez fait de dégâts. Sors. Et c'est là. C'est là que tout a basculé. Antoine, voyant cet inconnu me saisir le bras avec violence, a pâli. Il a fait un pas en avant, d'un air protecteur. Monsieur. S'il vous plaît. Ne touchez pas madame. Lâchez-la. Mon père a ri. Un rire sec, plein de mépris. Madame? Vous appelez ça madame? Antoine l'a coupé. D'une voix forte, claire, et pleine d'une panique respectueuse qui a résonné dans tout le hall. Monsieur. Vous ne comprenez pas. C'est Madame Justine. C'est la directrice générale. C'est ma patronne. Le silence. Ce n'était pas le silence gêné de tout à l'heure. C'était un silence de film. Un silence si total qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis épais du XVIIIe siècle. Le quatuor à cordes, qui avait timidement repris, s'est arrêté net, un violoniste laissant son archet suspendu en l'air. Tous les regards étaient fixés sur nous. Sur moi. Directrice. Générale. La voix de mon père n'était plus qu'un souffle. Un murmure incrédule. Il m'a lâché le bras comme si je le brûlais. Sa main est retombée, inerte, le long de son corps. De quoi, a-t-il répété, son cerveau de notaire n'arrivant pas à traiter l'information. Coralie et sa mère, Martine, étaient figées. Le sourire de Coralie avait disparu, remplacé par un masque blême de confusion. Directrice générale? De quoi? D'une petite chaîne d'hôtels miteux? J'ai regardé Antoine, dont le front perlait de sueur. Merci, Antoine. J'apprécie. Maintenant, respirez. Je m'en occupe. Puis, je me suis tournée lentement vers mon père. Je l'ai regardé. Droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé le regard. Je n'étais plus la petite fille terrifiée de 18 ans. J'étais la femme de 38 ans qui signait des budgets de plusieurs millions d'euros, qui gérait des milliers d'employés. De ceci, papa. Ma voix était calme. Froide. Précise. Elle portait dans le silence. Directrice générale de tout ce que tu vois. De ce château. Des vignes qui l'entourent. Des tapisseries sur les murs. Du personnel qui te sert le champagne. De la nourriture que tu t'apprêtais à manger.
J'ai fait un pas vers lui. Il a instinctivement reculé. Ce château fait partie de mon portefeuille. Je l'ai racheté pour le groupe il y a 2 ans. Il était en faillite. C'est moi qui ai mené les négociations. Je l'ai rénové. Je l'ai sauvé. Je me suis tourné vers Coralie, qui me regardait, la bouche entr'ouverte. Vous êtes mes invités, Coralie. Dans ma maison. Vous avez choisi mon plus bel établissement pour votre mariage. J'en suis flattée. Son visage est passé du blanc au rouge, puis au blanc à nouveau. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. L'insulte, 10 € de l'heure, flottait encore entre nous, soudainement grotesque. Mathieu, mon frère, me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Pas sa petite sœur. Pas l'erreur. Une étrangère. Une femme puissante. Il était fasciné. Ma mère pleurait. Mais cette fois, c'était différent. Elle avait une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot, et ses yeux brillaient de fierté. Une fierté féroce. Maintenant, ai-je continué, ma voix reprenant le ton professionnel que j'utilisais en conseil d'administration, si vous voulez bien tous m'excuser, j'ai un mariage à sauver. La réputation de mon hôtel est en jeu. J'ai laissé mon père là, au milieu du hall, la bouche ouverte. Figé comme une statue. J'ai contourné Coralie et Martine comme si elles étaient de simples pièces de mobilier. J'ai marché vers le centre de la pièce. Antoine m'a suivi comme mon ombre, un calepin déjà à la main. Antoine, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. Dites au maître d'hôtel de dresser la table impériale, dans la bibliothèque. Pour 6 personnes. Le maire et sa suite y dîneront. C'est un salon privé, ils seront plus au calme. Mais, madame, les repas. Ne vous inquiétez pas pour les repas. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro en favori. Mon père me regardait, abasourdi. Il voyait cette fille, qu'il croyait être une femme de ménage, donner des ordres que lui-même n'aurait jamais osé donner. La vengeance n'était pas de les humilier. La vengeance, c'était d'être compétente. Le premier problème était le repas. Le second, bien plus délicieux, était de régler le compte de mes saboteuses. J'allais m'occuper d'elles personnellement. Bastien ? C'est Justine. Bastien était le chef exécutif du château. Un génie. Un artiste culinaire avec le tempérament d'un pirate. C'est moi qui l'avais débauché d'un 3 étoiles parisien. Il était cher, mais il valait chaque centime. Patronne, sa voix a tonné dans le téléphone, couvrant le bruit des cuisines. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai cru vous voir arriver, mais on m'a dit que vous étiez invité ? C'est une longue histoire. Écoute, j'ai une situation lavande. Il y a eu un silence d'1 seconde. Puis, merde. C'est grave à ce point ? Situation lavande, niveau 5, ai-je dit, utilisant notre vieux code. J'ai le maire de Bordeaux et son cabinet qui viennent d'arriver. 5 couverts. Je les installe dans la bibliothèque. Il me faut un miracle. Il me faut le meilleur. Tu as 10 minutes. 10 minutes ? Justine, vous êtes folle. Le service est lancé, tout est. Je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Fais-moi rêver, Bastien. J'ai entendu un grand « merde » étouffé, puis le son de casserole. J'ai du homard bleu de casier, du caviar au siètre. Je peux monter une entrée froide et un plat chaud. Ça va vous coûter une fortune en budget, patronne. Mettez-le sur la note de la mariée, ai-je dit avec un sourire que personne ne pouvait voir. Non, je plaisante. Mettez-le sur mes frais de direction. Qu'ils aient le meilleur. 10 minutes, Justine. Ça arrive. Tu es le meilleur, Bastien. J'ai raccroché. Problème numéro 1, réglé. J'ai regardé Antoine. Gérez le maire. Emmenez-les à la bibliothèque. Dites-leur que les mariés leur réservaient une surprise exclusive, un dîner privé. Sortez le Pétrus 1998. Qu'il ne manque de rien. Bien, madame. Il a filé, l'efficacité reprenant le dessus sur la panique. Maintenant, le problème numéro 2.
Le plus délicat. J'ai marché lentement vers Coralie et sa mère, Martine. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, près du buffet de dessert, essayant de se faire petites. Le centre d'attention s'était déplacé d'elle à moi. Je me suis arrêtée devant elle. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai parlé calmement. Le plan de table, ai-je dit, d'une voix douce. Justine? Je ne sais pas de quoi vous parlez. A commencé Martine, en portant la main à son collier de perles. J'ai levé la main. Un simple geste. Elle s'est tue. Martine. Écoutez-moi bien. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je dirige 15 hôtels de luxe. Je gère des grèves de personnel, des pannes de courant national, des menaces terroristes, et un chef d'État qui a un jour perdu son passeport diplomatique 5 minutes avant de prendre son avion pour une réunion du G7. Je me suis penchée vers elle, mon sourire n'atteignant pas mes yeux. Vous deux, vous n'êtes même pas dans mon top 10 des problèmes de la semaine. Coralie a blêmi. Elle a compris que le jeu était terminé. Mais, ai-je continué, vous allez devenir mon problème numéro 1 si ce plan de table n'est pas sur cette console, là, dans exactement 10 secondes. Mais il a disparu, a pleuré Coralie, jouant sa dernière carte. C'est l'organisatrice, elle a dû le... Vraiment? J'ai sorti mon téléphone. C'est dommage. Parce que les caméras de sécurité de ce hall sont en 4K. Elles enregistrent l'audio avec une précision redoutable. Et je serais absolument ravie de montrer à mon père, et au vôtre, exactement comment ce plan a disparu de votre sac à main Hermès, Martine. Et j'adorerais entendre à nouveau, en son haute fidélité, ce que vous disiez sur « Pauvre Justine » et « La star du jour ». Le visage de Martine s'est décomposé. Elle a compris qu'elle avait perdu. Elle a plongé la main dans son sac de marque, furieusement. Elle en a sorti une feuille de papier A3, complètement froissée, comme si on l'avait écrasée. Elle me l'a tendue, la main tremblante. Tenez. Je l'ai prise. Je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé Coralie. Votre journée n'est pas ruinée, Coralie, lui ai-je dit froidement. Grâce à moi. Profitez-en bien. Je leur ai tourné le dos. J'ai déplié le plan, l'ai lissé du mieux que j'ai pu, et l'ai tendu à Olivia, l'organisatrice du mariage, qui n'y était pour rien, la pauvre, et qui était au bord des larmes. Olivia. Faites votre travail. Que tout le monde soit assis dans 5 minutes. Oui, madame. Merci, madame. Je me suis retournée. Le hall était plein, mais l'ordre revenait. La musique avait repris. Le maire était dans la bibliothèque, dégustant son pétrus. Le mariage était sauvé. J'ai traversé le hall. Mon père était toujours au même endroit. Figé. Il me regardait venir. Son visage n'était plus en colère. Il était vide. Confus. Il m'a regardé, moi, sa fille, la honte, la femme de chambre à 10 €. Et pour la première fois, je crois qu'il m'a vu. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Son silence, cette fois, n'était pas du mépris. C'était le son d'un monde qui s'effondre. La soirée s'est déroulée comme si de rien n'était. C'est la magie de l'hôtellerie de luxe, la surface doit toujours être parfaite, même si les fondations viennent de trembler. La façade doit tenir. Les invités ont été placés. Le dîner, préparé par Bastien, était sublime. Le maire m'a fait chercher pendant le repas. Je suis allée le saluer dans la bibliothèque. Il s'est levé, m'a serré la main chaleureusement. Justine, ma chère. Quelle délicate attention. Ce dîner privé est une merveille. Et ce pétrus, divin. Vous avez là un établissement d'exception. Merci, monsieur le maire. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Mon père, assis à la table d'honneur, a regardé la scène. Le maire de Bordeaux me saluant avec déférence. Lui, le notaire de Marseille, n'était qu'un invité parmi d'autres. J'ai vu son visage se contracter. Coralie et Martine sont restées à leur table, étonnamment silencieuses. Elles buvaient beaucoup de champagne, mais leur rire était forcé. Elles sont venues me voir une fois, poussées par le père de Coralie, l'homme politique, qui avait dû comprendre qu'il y avait eu un incident.
Justine? A bafouillé Martine, nous sommes sincèrement désolés pour ce malentendu. Une telle confusion. Nous sommes ravis que vous ayez pu gérer l'incompétence de ce personnel, a ajouté Coralie, essayant de sauver la face en rejetant la faute sur Antoine. J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. L'incompétence a été gérée, en effet. Il n'y a pas de problème. Profitez de votre soirée, Coralie. C'est votre jour. Elles sont reparties, vexées, mais obligées de me sourire. Puis, les gens qui comptaient vraiment sont venus me voir. D'abord, ma mère. Elle m'a attendue près des toilettes, loin des regards. Elle m'a prise dans ses bras, et elle s'est mise à trembler. Ma chérie, ma chérie. Elle n'arrivait pas à dire autre chose. Elle pleurait, mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que celles de Marseille, des larmes de peur et de résignation. C'étaient des larmes de soulagement, de fierté. Elle a touché le petit collier en or que je portais toujours, celui qu'elle m'avait donné cette nuit-là, 20 ans plus tôt. Il est toujours aussi beau, a-t-elle murmuré. C'est mon porte-bonheur, maman. Il ne m'a jamais quittée. Tu as vécu, Justine, a-t-elle dit, en me regardant dans les yeux. Oh, mon Dieu, comme tu as vécu. Tu as vécu pour moi aussi. Ce moment. Ce seul moment. Il valait les 20 ans de souffrance. Il valait l'humiliation. Ensuite, ce fut Mathieu. Mon frère. Alors que je prenais l'air sur la terrasse, il m'a rejoint. L'air était frais. On entendait les grillons. Justine? A-t-il commencé, sans me regarder. Il regardait les vignes, sombres sous la lune. Je suis un lâche. J'ai attendu. Je t'ai vu, tout à l'heure. Quand papa, et quand Coralie a dit ça, sur les 10 euros. Sa voix s'est étranglée. Je n'ai rien dit. Comme d'habitude. Je suis pathétique. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient brillants de larmes qu'il retenait. J'ai honte. De moi. Pas de toi. Justine, je suis tellement fière de toi. Je n'avais aucune idée. Directrice générale? C'est incroyable. Il m'a prise dans ses bras. C'était maladroit. C'était la première fois depuis que nous étions enfants. Je suis désolée, juste. Tellement désolée. Pour tout. C'est bon, Mathieu, lui ai-je dit, ma propre voix étranglée. C'est bon. Profite de ta soirée. Enfin, le boss final. Mon père. Je me préparais à partir. J'avais une réunion à 8 heures le lendemain à Paris. J'avais appelé un taxi pour m'emmener à la gare de Bordeaux. Je n'allais pas rester pour la pièce montée. Il m'attendait près de la sortie. Seul. Nous nous sommes regardés. Longuement. Le silence était tendu. J'ai cru qu'il allait encore m'insulter. Qu'il allait me dire que j'étais arrogante, que je l'avais humilié. Il a regardé le sol. Puis il a relevé les yeux. Son visage était fatigué. Il avait l'air d'avoir pris 20 ans en 3 heures. Ce type? A-t-il commencé, sa voix rauque. Cet homme? Patrice. Ton premier patron. Il t'a bien formé. J'ai senti une vieille colère monter. Une dernière fois. C'était encore la faute, ou le mérite, de quelqu'un d'autre. D'un homme. Jamais le mien. J'ai secoué la tête. Non, papa. Il a froncé les sourcils. Patrice m'a donné ma chance. Il m'a appris les bases. Il m'a appris l'exigence. Mais il ne m'a pas formé. C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai lu les manuels. C'est moi qui ai géré l'alarme incendie à 3 heures du matin. Et c'est moi qui ai gravi les échelons. Toute seule. Sans ton nom, sans ton argent. Je l'ai regardé, sans haine. Juste avec une infinie lassitude. Vous n'avez jamais cru en moi. C'est votre droit. Mais ce soir, tout ce que vous avez vu, c'est moi. Pas Patrice. Pas une erreur. Moi. Il n'a rien répondu. Il n'a pas dit « je suis fier ». Il n'a pas dit « pardon ». Il n'a pas dit « félicitations ». Il a juste détourné le regard.
Et pour un homme comme Bernard, détourner le regard, c'était admettre sa défaite. J'ai hoché la tête. C'était tout ce que j'obtiendrais. Et ça me suffisait. J'ai quitté la fête. J'ai laissé derrière moi le château, les lumières, et ma famille, figée dans son propre drame. Je pensais que c'était la fin. Que la boucle était bouclée. Mais 5 jours plus tard, alors que j'étais dans mon appartement de Bordeaux, la sonnette a retenti. C'était Mathieu. Et la plus grande révélation de toutes était encore à venir. Il se tenait sur mon paillasson, l'air mal à l'aise, un petit sac de voyage à la main. Il avait l'air perdu. « Mathieu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Coralie va bien ? Vous n'êtes pas en lune de miel ? On a annulé, a-t-il dit sèchement. Enfin, reporté. Elle est chez ses parents. Je peux entrer ? Je l'ai fait entrer. Mon appartement n'est pas immense, mais il est confortable, avec une belle vue sur la Garonne. Il a regardé autour de lui, les livres, les objets d'art que j'avais rapportés de mes voyages. C'est calme, chez toi, a-t-il dit. Comparé à samedi, oui. Je lui ai servi un café. Il s'est assis sur mon canapé, mais n'a pas touché à sa tasse. Il se tordait les mains. Justine ? A-t-il commencé. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai attendu. Ce que Coralie a dit, ce qu'elle a murmuré à sa mère. Sur le fait que tu parlais de « pauvre Justine ?» Il a hoché la tête, honteux. Oui. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'elle a dit, sur le fait que j'étais jaloux. J'ai froncé les sourcils. Jaloux ? De quoi ? De moi ? Mathieu, tu es le « fils en or ». Tu as tout. Il a ri. Un rire triste, sans joie. Un rire qui m'a fendu le cœur. C'est fou, non ? Moi, le fil en or. L'héritier. Le notaire. J'ai tout. La grosse voiture, la belle maison à Marseille, la femme parfaite d'une famille parfaite. Il a levé les yeux vers moi. Et je suis jaloux. Je suis mort de jalousie. De toi. J'étais abasourdi. Mais pourquoi ? Parce que tu es parti, a-t-il dit, sa voix se brisant. Tu as eu le courage de lui dire non. Tu as eu le courage de risquer de tout perdre pour être, toi-même. Tu as risqué d'être une femme de ménage à 10 € plutôt que d'être ce qu'il voulait que tu sois. Il s'est levé, marchant nerveusement. Moi ? Je suis un prisonnier, Justine. Je suis dans une cage dorée. Papa m'a mis à l'étude à 22 ans. Je déteste l'étude notariale. Je déteste ces contrats de mariage, ces successions, cette poussière. Je déteste cette vie. Je le regardais, et pour la première fois, je ne voyais pas mon frère arrogant. Je voyais un homme terrifié. Mais, qu'est-ce que tu voulais faire ? Il s'est arrêté. Il a regardé par la fenêtre, vers le fleuve. Tu vas rire. Dis-moi. Je voulais être ébéniste. Ébéniste ? Oui. Travailler le bois. Créer des choses. Avec mes mains. Mon grand-père, le père de maman, tu te souviens ? Il avait cet atelier. Je m'en souvenais. L'odeur de la sciure et de la colle. Papa a dit que c'était un métier de manuel, indigne de son nom. Alors j'ai fait droit. Je l'ai regardé. Mon frère, l'intellectuel, le juriste, voulait être artisan. Une cage dorée, Mathieu. Ai-je dit doucement, ça reste une cage. Nous avons parlé pendant des heures. Pour la première fois de nos vies. Nous avons parlé de la pression de Bernard, de la tristesse silencieuse de Sylvie, de nos peurs, de nos rêves brisés. Il m'a raconté que le mariage avait été une catastrophe. Que Coralie lui avait avoué le sabotage, et qu'ils s'étaient disputés violemment. Il n'était pas sûr que leur mariage tienne. Quand il est parti, tard dans la nuit, il m'a serré dans ses bras. Merci, Just. Pour tout. Pour m'avoir montré que c'était possible. De survivre. De réussir. Un mois plus tard, j'ai reçu une carte postale. Elle venait d'Aix-en-Provence, près de l'atelier de notre grand-père. C'était une photo d'un petit atelier,
avec une belle enseigne en bois neuf, l'atelier de Mathieu. Au dos, il y avait quelques mots. J'ai sauté le pas, papa est furieux. Il m'a déshérité. Coralie, étrangement, m'a suivi. Elle a dit qu'elle en avait marre de ses parents aussi, et qu'elle ne m'avait jamais vu aussi heureux. Elle apprend la comptabilité pour l'atelier. Je suis terrifiée. Je gagne à peine de quoi payer le loyer. Et je suis libre. Merci, petite sœur. M. J'ai posé la carte sur mon bureau, à côté d'une photo de Bastien et moi. Quant à mon père, il n'a parlé ni à moi, ni à Mathieu depuis le mariage. Il a dit à ma mère qu'il n'avait plus qu'une seule famille, celle de sa belle-fille. Ma mère, après cette annonce, a fait quelque chose d'incroyable. Elle l'a quitté. Après 40 ans de mariage. Elle a demandé le divorce. Elle vit maintenant à Bordeaux, dans un petit appartement à 10 minutes de chez moi. Elle prend des cours de poterie. Nous dînons ensemble tous les dimanches. Parfois, la victoire ne ressemble pas à ce qu'on croit. Ce n'est pas de forcer les gens à vous aimer. Ce n'est pas de les forcer à s'excuser. La vraie victoire, c'est de se tenir debout dans sa propre vie, dans ses propres choix, et de savoir qu'on n'a plus besoin de leur approbation. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est un long chemin, et je suis heureuse de l'avoir partagé avec vous. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que j'ai bien fait de garder mon calme et de sauver le mariage? Ou aurais-je dû les laisser s'effondrer dans leur propre chaos? Pensez-vous que mon père changera un jour? Ou que la vraie victoire, c'est de s'éloigner de ceux qui nous font du mal, même si c'est notre famille? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû vous battre contre les attentes de votre famille pour suivre votre propre voie? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » sur la vidéo, cela m'aide énormément à savoir ce qui vous plaît. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de vie, de conflits et, je l'espère, de victoires. Prenez soin de vous. À bientôt.